je venais vous rencontrer justement concernant ce volet emploi pour comprendre à la fois comment fonctionne le département au niveau du territoire dunkerquois dans son accompagnement à l'insertion et à l'emploi. Ensuite de comprendre comment des actions du département s'articulent ou s'articulent pas avec celles que mène la CUD dans le cadre des états généraux à l'emploi local, aussi bien en termes d'insertion, en termes de nouvelles filières économiques, de développement de l'entrepreneuriat, et sur la fondation territoriale. C'est un peu les axes que je couvre. C'est vraiment plutôt le cadre des EGEL, mais tout le problème des EGEL, c'est que la CUD le fait en n'ayant pas de compétences en matière d'emploi. C'est pas un acteur, c'est un acteur ayant un rôle mineur, voire marginal de l'emploi, et donc quel est le paysage local et comment... Sachant que des départements, on n'a pas de compétences nous sur le développement éco. On a une compétence insertion certes, mais pas sur le développement éco ni sur l'emploi. Donc on est sur les mêmes formes de contradiction. À l'inverse, la région est en pleine et entière de ses compétences. D'accord. Donc peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez me présenter un peu le portrait de la question de l'insertion sur le bassin dunkerquois? Alors, au niveau du bassin dunkerquois, donc on évalue au 31 décembre de l'année 2016 à 8880 foyers allocataires du RSA, comparativement aux 112 000 foyers du département du Nord. Donc, ce chiffre de 8880 foyers allocataires est pour la première fois en baisse depuis 2000. Alors que je reprenne 2011, effectivement, décembre 2011, puisqu'on enregistre pour la première fois une baisse à moins 0,4% de ce nombre de foyers. C'est une baisse qui est plus contenue qu'à l'échelle du département du Nord lui-même, puisque à l'échelle du département, sur la même période, on enregistre une baisse de moins 0,5%. Alors c'est équivalent, mais traditionnellement, à l'échelle du département du Nord, donc, qui est dans notre organisation administrative au conseil départemental découpée en 8 territoires, le département le territoire de la Flandre maritime sur lequel se situe Dunkerque est plutôt situé dans la première moitié plus favorable par rapport à un contexte socio-économique qui reste marqué dans l'ensemble du département du Nord. Mais néanmoins, la Flandre maritime s'en sort un peu moins mal que certains autres secteurs du département, notamment le sud, l'Avesnois, qui eux sont en plus grande difficulté avec des taux de chômage, de nombre d'allocataires du RSA qui sont proportionnellement plus élevés. Notre territoire, alors sur l'action, alors comment on explique cette baisse? Alors clairement, on a plusieurs facteurs conjugués. Un frémissement d'une reprise économique qui se traduit chez nous. Le premier indicateur, c'est la reprise de l'emploi, notamment intérimaire, puisqu'on a 60% des contrats d'emploi signés sont de l'intérim. Donc ça, c'est le premier clignotant, à la fois celui qui se dégrade en premier quand il y a une baisse, une perte d'emploi. Le premier secteur touché, c'est le secteur intérimaire. À l'inverse, quand on a un frémissement, une reprise, c'est par ce biais-là que ça commence. On a globalement une politique menée à l'égard des droits et devoirs menée par le département qui commence à porter ses fruits, puisque le département du Nord a fait le choix, à la mise en place du RSA, d'organiser l'orientation de façon automatique. Le département a une responsabilité en matière d'insertion,
d'orientation de tous les foyers allocataires du RSA soumis aux droits et devoirs, c'est-à-dire ceux qui touchent du RSA, qui n'ont aucun revenu d'activité. Cette orientation, le choix a été fait politiquement de faire une orientation automatique, c'est-à-dire au moment de la demande de RSA, le futur allocataire est interrogé sur sa distance à l'emploi, c'est-à-dire est-ce qu'il est déjà inscrit à l'emploi, sortant d'emploi ou de formation, ou en recherche d'emploi. Dès lors qu'il répond favorablement à un de ces items, il est orienté automatiquement vers Pôle emploi. Ce sont environ 70% de nos orientations automatiques. Les 30% autres sont des personnes qui, a priori, ne sont pas dans une disposition première de démarche de recherche d'emploi, présentent des freins périphériques et font l'objet d'une orientation vers des services en charge d'un premier diagnostic qui vérifie cette hypothèse. Allez vérifier à 90%. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas été orientées automatiquement vers Pôle emploi au premier jet, pour la plupart, présentent effectivement des freins périphériques à l'emploi qui sont de différents ordres, notamment santé, garde d'enfants, problèmes de mobilité. Essentiellement, on retrouve ces problématiques-là. Ces 8800 foyers allocataires sont soumis donc à l'obligation de contractualisation, donc soit de s'inscrire à Pôle emploi et d'entamer avec une démarche de recherche d'emploi, ou avec des services sociaux de tout mettre en œuvre par le biais d'actions d'insertion, entre autres financées par le département, pour lever ces freins rédhibitoires. Dès lors que la personne ne répond pas à ses obligations, le département applique des sanctions. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a un an, seules les personnes orientées vers l'insertion sociale faisaient l'objet de cette étude et du respect de ces droits. Depuis un an, avec le changement politique connu par le département du Nord, les élus, l'exécutif a souhaité s'attaquer aux allocataires du RSA qui avaient massivement été orientés vers Pôle emploi, mais qui pour certains ne s'étaient pas inscrits. On estimait à 45 000 allocataires orientés depuis le démarrage du dispositif vers Pôle emploi, mais non inscrits. Et donc non accompagnés et non engagés dans une démarche d'insertion. Le département, il y a un an, a souhaité y mettre fin et donc a organisé ce qu'on a appelé des opérations d'équipe pluridisciplinaire de masse, donc qui étudiaient en masse tous les mois 5000 situations de ces personnes défaillantes au titre du RSA, des obligations liées au RSA. Donc ce mouvement engagé a aussi permis de remettre des personnes dans une démarche d'entrepreneuriat vis-à-vis de leur insertion. Donc une baisse qui s'explique à la fois par une reprise, un frémissement d'une activité économique qui reprend, d'une politique de droits et devoirs qui commence à porter ses fruits après un an, d'une organisation territoriale, là aussi voulue par notre exécutif, en internalisant, dans le cadre de ce qu'on a appelé une plateforme emploi, plateforme territoriale pour l'emploi et la formation professionnelle, une mission que le département jusqu'à présent confiait à d'autres, de remise à l'emploi des allocataires du RSA. En disant, de l'emploi il y en existe, on souhaite que les services du département reprennent la main et agissent sur la proposition d'emploi faite à ces allocataires du RSA. Non pas que nos partenaires ne le faisaient pas, mais nous n'avions plus la main, nous, département, on subissait après coup. Je pense à des organismes comme le PLI, notamment, Entreprendre ensemble, qui, dans ses objectifs, a des objectifs de remise en emploi de publics prioritaires, les demandeurs d'emploi longue durée, les personnes en situation de handicap, les jeunes et les allocataires du RSA. Mais globalement, le PLI a une politique
offensive d'emploi pour tous ces publics, pas spécifiquement pour les allocataires du RSA. Là, l'enjeu, c'était de dire, on reprend la main, nous, département, et on est proactif sur des propositions d'allocataires du RSA vers l'emploi. Et il s'avère... Alors, les plateformes pour l'emploi ont été mises en place il y a un peu plus d'1 an maintenant, au mois de septembre 2016. Chez nous, elle a pris forme, effectivement, tout à fait fin d'année, en décembre 2016. Et on commence à mesurer les premiers résultats de cette politique plus offensive où on a repris la main et on est aux manettes. Par exemple, le département finance, dans le cadre des clauses d'insertion, dans les marchés publics, le PLI était amené à proposer des allocataires du RSA dans le cadre de ces clauses, mais parmi tous ces publics. Aujourd'hui, nous sommes acteurs et on propose des profils d'allocataires du RSA prêts à l'emploi à travers la plateforme vers ces clauses d'insertion notamment. Sur les marchés du département. Du département. Donc, c'est en ce sens où on est force de proposition et on est amené à faire de la promotion de profil, ce qu'on ne faisait pas nous en direct et qu'on confiait aux autres. Donc le tout conjugué, cette reprise, ce frémissement de reprise économique, la politique des droits et devoirs, de respect des droits et devoirs, l'intégration d'une plateforme emploi à destination des allocataires du RSA du département explique en partie cette première baisse du RSA qu'on enregistre pour la première fois sur l'ensemble du département et sur notre territoire en particulier. Comment s'organise l'offre? Alors, quel est le rôle du département donc, sur la politique d'insertion? Donc, il a une obligation d'orientation des allocataires, c'est ce que je vous expliquais, avec ce choix d'orientation automatique qui s'avère, après coup, maintenant on a quelques années de recul, plutôt bonne, puisque on a un organe de régulation, l'équipe pluridisciplinaire, qui permet de rebasculer des orientations qui n'auraient pas été judicieuses, ou à l'inverse, quand les personnes ont travaillé leurs problématiques de périphérie sociale, peuvent être réorientées, et il s'avère qu'on a très peu de demandes de réorientation au démarrage. Donc, ça nous laisse penser que notre système d'orientation, il est plutôt efficace et efficient. Dès lors que les personnes sont orientées vers ces différents dispositifs, Pôle emploi pour l'emploi, la recherche d'emploi ou les services des départements, le département finance également une offre d'insertion sociale sur 3 années, donc de 2016 à 2018, dans le cadre d'un programme départemental d'insertion qui se veut pluriannuel. Là, pour la première fois depuis 2016, c'est un budget à l'échelle départementale sur les 3 années de 75 millions d'euros. Qui finance l'équivalent de un peu moins de 1000 actions, on est à 988 actions exactement à l'échelle du département, financées sur ces 3 années. Nous, pour notre territoire, la Flandre-Maritime, donc qui va au-delà de Dunkerque et de la Cune, on finance 87 actions auprès de 43 opérateurs, pour un budget de 2,7 millions. Alors, ces actions, elles sont organisées autour de 5 axes, dont 4 clairement orientés vers l'insertion socio-professionnelle. On est amené notamment à financer sur le territoire ce qu'on appelle des ateliers et chantiers d'insertion. Donc sur le versant de l'insertion par l'activité économique, qui sont en fait des structures qui ont vocation, à partir de supports particuliers, de remettre en emploi des personnes qui en sont éloignées, dont des allocataires du RSA. Et en contrepartie, le département et l'État financent des postes d'encadrement sociaux et professionnels pour permettre cet accompagnement particulier. Ici, on finance sur le territoire 14 chantiers à ce titre-là, qui sont des tremplins intéressants pour la remise en dynamique.
Ça, c'est un des axes. On finance un axe sur la médiation directe à l'emploi, c'est-à-dire, c'est une méthode qui intervient directement, intervention sur l'offre et la demande d'emploi. C'est-à-dire qu'un demandeur d'emploi se voit, dans le cadre d'un accompagnement, proposer systématiquement un emploi, puisqu'on part du postulat que la personne, c'est un emploi qu'elle cherche. On travaille à partir de ses potentiels et de ses souhaits. Et c'est une méthode particulière. Un demandeur d'emploi se voit proposer une offre, avec une mise en relation directe avec l'employeur. L'employeur, lui, a un seul candidat de proposer. Oui. Il n'a pas à faire un choix, une sélection. C'est la méthode de l'IOD. Oui. Intervention sur l'offre et la demande. Donc on finance, c'est ce qu'on appelle la médiation directe à l'emploi. Parce que la méthode IOD, c'est un label qui est porté chez nous par une association qui est l'AAE, mais on finance d'autres structures qui font de la médiation directe à l'emploi, mais qui n'ont pas ce label IOD. Mais le principe est le même. C'est un candidat pour une offre d'emploi. Et on travaille donc sur le profil. Alors, du côté de l'employeur qui recherche le mouton à 5 potes ou parfois un diplôme, l'objectif c'est de travailler davantage sur des compétences en disant quelles sont les compétences dont vous avez besoin et on vous propose le candidat qui présente ses compétences. Oui. Voilà, donc ça c'est un des axes aussi sur lequel le département apporte un financement pour permettre cette démarche d'insertion professionnelle d'une partie des allocataires du RSA. Les ateliers chantiers d'insertion, un des axes. La médiation indirecte à l'emploi, le deuxième axe. On a un axe sur les freins périphériques à l'emploi, notamment la mobilité, les gardes d'enfants et l'élaboration de projets professionnels. C'est à ce titre qu'émarge notamment le pli de Dunkerque porté par l'association Entreprendre Ensemble, bras armé de la CUD sur le versant de l'insertion professionnelle. D'accord. Voilà. Les autres axes, on est davantage sur de l'accompagnement individuel ou de l'accompagnement collectif sur des supports davantage liés à la vie quotidienne, qui vont de la prise en compte de la santé, de l'estime de soi, de la cuisine, des ateliers où on trouvera aussi des ateliers jardin, où on est davantage sur de la redynamisation sociale, qui ont une vertu de remettre en mouvement les personnes, de leur faire reprendre confiance en elles et ensuite de pouvoir engager une démarche autre ou pas, de démarche de recherche d'emploi. Voilà, donc le département, il a une obligation d'orientation des allocataires et de financer un programme d'insertion et d'offres d'insertion. Voilà comment elle est organisée sur le territoire. Et ces 5 axes, j'ai regardé un peu la délibération cadre, c'est un changement lié à l'alternance politique de vouloir concentrer sur l'insertion socio-professionnelle plutôt que sur l'accompagnement collectif ou individuel. Et social, clairement, avec un enjeu fort pour notre exécutif de dire le poids de l'allocation individuelle de solidarité est particulièrement lourd sur notre budget, que ce soit le RSA, l'APA. Oui, c'est passé de 600 millions à 650 millions, c'est ça. C'est ça. Donc un poids certain sur notre budget départemental. Et la volonté de l'exécutif étant de dire, on a un enjeu, nous, de faire sortir du RSA, en tout cas du RSA socle, celui dont les personnes n'ont aucun revenu d'activité, puisque c'est celui qui est supporté par le département. Oui. D'où le changement politique est de dire l'insertion... On a un enjeu particulier de l'insertion professionnelle. D'où des axes particulièrement orientés à l'insertion professionnelle, avec un enjeu qui est agir pour l'emploi des allocataires du RSA, sans pour autant faire fi et abandonner l'insertion sociale, mais en disant les moyens ils doivent davantage être concentrés sur cette insertion professionnelle et le retour à l'emploi des allocataires du RSA. Donc ça, clairement. L'articulation, alors, ça change clairement le paysage sur le territoire. Justement, les articulations. Justement, une des questions que je me posais, c'est dans quelle mesure les associations, elles étaient peut-être plus amenées à être centrées sur l'accompagnement individuel ou collectif
et comment elle s'adapte à ce changement Alors, on a essayé de les accompagner, nous, en amont de l'appel à projet, sur ce changement, en disant des actions d'insertion purement sociale, elles n'ont plus la place dans notre appel à projet. Donc, ça s'est concrétisé par... Alors, l'appel à projet, il est lancé départementalement, avec un cahier des charges qui explique ces 5 axes et cette orientation forte pour l'emploi, qui a été accompagnée politiquement et techniquement. Du point de vue administratif, nous, on a accompagné aussi l'ensemble de nos opérateurs. On est allé chercher des partenaires nouveaux du monde économique. Aujourd'hui, dans nos appels à projets, émargent des chambres consulaires, émargent des structures du secteur privé, et non plus seulement associatif, mais économique. Et ce qui a été un changement nouveau. Dans notre gouvernance également, on a une instance de gouvernance sur l'ensemble du territoire, qui est la commission territoriale d'insertion, qui s'appelle désormais professionnelle, CTIP, commission territoriale d'insertion professionnelle, pilotée par un élu départemental, qui regroupe différents collèges, des collèges d'élus, des collèges du monde économique, du monde associatif, représentant social. On a clairement ouvert cette instance aux syndicats patronaux, par exemple. Siègent dans notre commission des représentants du MEDEF, de la CGPME, des chambres consulaires, ça c'était déjà le cas. Mais c'est cette ouverture vers le monde économique qui est complètement nouvelle. Aujourd'hui, un de nos partenaires, c'est le MEDEF. On travaille avec des syndicats d'entreprises, des branches et des filières d'entreprises. Alors, on a fait le choix, nous, sur ce territoire, de ne pas faire de prospection, parce que beaucoup d'autres font la prospection. Pôle emploi, quand même le corps de métier, le PLI. On a les maisons de l'emploi, ça reste leur métier. Nous, l'objectif, c'était de dire, avec notre plateforme emploi, ce sont 2 personnes, concrètement, dans l'équipe. On ne va pas tout révolutionner, et il ne s'agit pas d'aller faire de la prospection en entreprise tous azimuts. Par contre, c'est d'orienter sur les secteurs en tension sur notre territoire, que reste quand même néanmoins l'industrie, les services à la personne, l'intérim, l'hôtellerie-restauration. Et c'est en ça où on se rejoint également avec les états généraux de l'emploi menés par la CUD, puisque sur les filières identifiées, ciblées, les 3 sont là. Voilà, on retrouve. Et comment ça s'est concrétisé? Cette articulation, elle prend forme depuis une année à peu près, justement, dans le cadre de notre plateforme. Ça s'est conjugué avec les états généraux de l'emploi. La CUD qui clairement développe, notamment sur les services à la personne, je vais prendre cet exemple-là, développe un axe fort sur les services à la personne, mais n'a pas forcément les interlocuteurs. Nous avons à la fois les publics et les interlocuteurs. La CUD est venue nous rencontrer et a tout l'intérêt de participer à la plateforme emploi du département, parce qu'elle y retrouve les partenaires. Donc cette plateforme, tous les mois, ou tous les 15 jours même, on se réunit avec les partenaires que je vous citais. C'est une instance technique opérationnelle où on retrouve les acteurs de l'insertion de l'activité par l'activité économique, les structures d'accompagnement d'insertion sociale et professionnelle, Pôle emploi, la région et les services de l'État, la directe. Monsieur Van der Luy, c'est ça? Voilà. Vous l'avez vu, Jean-Michel? Oui, je sors de... Ah ouais, chez lui. Donc voilà. Donc vous retrouvez, il y a des acteurs, Entreprendre Ensemble participe à la plateforme. La région, Christophe Manca, je ne sais pas si vous l'avez vu au titre de la formation professionnelle. La CUD, sans doute c'est Madame Leroy que vous avez dû voir, oui. Donc participe à la plateforme. Donc elle dit, vous voyez tout le sens. Jean-Michel Van der Luy de la même façon, nouvellement arrivé sur le territoire, enfin maintenant ça fait 1 an. Le paysage commence on a eu un contexte favorable avec un changement politique aussi du côté de la communauté urbaine, ces états généraux de l'emploi, où on retrouve des points de convergence avec nos enjeux spécifiques, nous, des allocataires du RSA,
des partenaires qui avaient une feuille de route qui, sur certains points, rejoint la nôtre, mais pas forcément avec les points d'appui. La CUD, clairement, pas en lien direct avec des opérateurs comme nous, on peut le faire dans le cadre d'un appel à projet, avait un intérêt, du coup, à venir auprès de nous rencontrer ces opérateurs. Jean-Michel Van der Wyss, la directe, de la même façon, avec un plan État au titre du service public de l'emploi local, une feuille de route impulsée par le sous-préfet, aussi sur ces enjeux-là, mais pas de point d'appui particulier. Pour lui, la plateforme, c'était clairement une opportunité aussi de rencontrer les partenaires économiques et socio-professionnels. Voilà. Donc un contexte où les choses ont bougé. Et ces instances, ça correspond au GOM, groupe Voilà, opérationnel de mise en emploi. Je vois que vous avez bien travaillé votre sujet déjà en amont. Donc, la plateforme pour l'emploi a mis en place, donc, pour être opérationnel, ce groupe opérationnel de mise en emploi, dont l'objectif, c'est de travailler. Et on a décliné un plan d'action à l'échelle du territoire, à la fois par filière, donc l'industrie, le service à la personne, hôtellerie, restauration et l'intérim, tout en se répartissant par partenaire. Il ne s'agit pas que nous, départements, on fasse tout, mais qu'on fasse ensemble. Et ce qu'on a essayé d'initier, c'est cette dynamique et de se dire, mais on ne va pas s'improviser démarcheur emploi, c'est pas notre job, mais nous, l'objectif, c'est que nos allocataires du RSA soient au rendez-vous emploi du territoire. Et en s'appuyant sur les compétences, les champs d'intervention de nos partenaires, et de se dire, là où ils sont les mieux passés, on les laisse. Par contre, là où il y a un vide, nous, plateforme, on y va. Par exemple, on a mené une opération avec la centrale nucléaire qui développe tous les ans de l'alternance. La formation par alternance, 2 années, ils forment 80 apprentis. Et bon, eux, dans le cadre de leur RSE, ils avaient un souhait d'ouvrir à des profils de personnes en insertion. Ils sont venus rencontrer le département en disant on est prêt à ouvrir cette alternance à un allocataire du RSA pour démarrer. Ce qu'on a fait. Au démarrage, nous n'avions pas forcément le public. On a regardé dans nos listings, on a travaillé avec Pôle emploi, on a travaillé avec le Entreprendre ensemble pour se dire, mais voilà, on a une forme de commande pour des allocataires du RSA, comment on s'organise entre nous? Là, c'est clairement Entreprendre ensemble qui a été à la manœuvre pour les publics et également pour les préparer à ces entretiens. On a mené une action sur les services à la personne. Là, clairement, c'est nous, départements, qui avons pris la main en disant on a une demande de l'ensemble de structures, parce qu'on a un double enjeu. On les finance à la fois au titre de l'APA, ils sont prestataires, et on avait d'un côté les personnes âgées bénéficiaires de l'APA, nous, les allocataires du RSA en demande de recherche d'emploi. 2 allocations fortes payées par le département, donc un enjeu avec nos prestataires de se dire peut-être il y a un deal à organiser. Donc là, clairement, on a été à la manœuvre, nous, plateforme, et nos partenaires sont venus alimenter avec leur public, ou sur le volet formation, on a travaillé avec la région également pour des opérations préparatoires à l'embauche, par exemple. D'accord. Voilà, on essaie d'articuler les choses en disant mais qui est le mieux placé ? Et on privilégie la porte d'entrée initiale. De la même façon, on développe dans le cadre de la plateforme et du GOM un GOM thématique sur l'industrie. En disant il faut qu'on sensibilise aux métiers de l'industrie parce que quoi qu'on en dise, ça reste quand même un employeur important sur notre territoire qui souffre d'un déficit d'image. Oui, qui a des besoins de main-d'œuvre, mais avec des main-d'œuvre qualifiés ou pointus. Comment on travaille sur ces recrutements, hein. Donc, on est en train de mener un plan d'action dans le cadre du GOM, donc avec l'ensemble de ses partenaires, la CUN, les services de la directe, la région, Entreprendre ensemble. On a ouvert même à l'éducation nationale en se disant, mais la sensibilisation, elle démarre même. On a un plan à court, moyen et long terme.
Le long terme, c'est de viser aussi les jeunes en formation initiale pour se dire l'industrie reste un secteur qui embauche chez nous. C'est pas que de l'emploi sale, sous-payé, ça peut être aussi de l'emploi de haute technologie, et l'industrie couvre un champ et un panel très élargi. L'idée, c'est d'organiser tous les mois une porte ouverte dans une entreprise industrielle qui donnerait à voir à tous nos publics, ceux en insertion, ceux de Pôle emploi en recherche d'emploi, les scolaires en formation, de donner à voir le type d'emploi recherché dans toutes les industries, qu'elles soient alimentaires, industrielles, industrialo-portuaires, pétrochimie et autres, de l'agroalimentaire, pour dire voilà le type d'emploi qu'on recherche, les formations, et comment on sensibilise les personnes à ces accès, à ces emplois de l'industrie. L'objectif ici, c'est de faire en sorte que, par exemple, un allocataire du RSA accepte une formation dans le domaine de l'industrie, par exemple. Par exemple, et surtout qu'on l'organise dans le temps, dans une temporalité où la finalité, c'est l'emploi, mais où si le besoin en formation, il soit calibré juste avant, et non pas on forme, puis un vide, et éventuellement on aura des besoins. C'est comment on essaie d'organiser les choses et d'enchaîner, de préparer nos publics à ce que cherchent nos employeurs. Nous, ils nous disent clairement, donnez-nous des gens motivés, en gros prêts à l'emploi. Nous, la formation et le savoir-faire métier, on en fera notre affaire. Mais ce qu'on a besoin avant tout, ce sont des gens motivés et qui présentent un certain nombre de savoir-être. Si je reprends l'exemple de la centrale nucléaire, ça veut dire travailler en site Céveso, en site nucléaire, donc avec des habilitations nucléaires particulières, des respects de consignes particulièrement pointus. En gros, ils nous disent, donnez-nous les publics qui ont intégré ça. Et c'est comment on organise dans une systémie, c'est vraiment dans une systémie, tout notre savoir-faire et nos différents acteurs. Donc l'emploi, la formation éventuellement en amont, les chantiers d'insertion sur la sensibilisation, la préparation, le savoir-être, le respect de consignes, le travail en équipe, voilà, les préalables à l'emploi. Et en amont, nos structures d'insertion sociale pour remettre en dynamique les personnes prêtes à entreprendre des choses. D'accord. On a un déficit sur ce secteur qui est l'entrepreneuriat, clairement, où on reste marqué par une forte emprise de l'entreprise en plus patriarcale, où on entrait de père en fils, de génération en génération, on entrait dans une entreprise, on en ressortait à sa retraite, et les enfants, la filiarisation était, savait, la place était réservée. Donc, moi, ça fait 8 ans que je suis sur le territoire. Hein. Je suis originaire de Dunkerque. J'ai quitté la région à 18 ans pour être partie en région parisienne, en Savoie, en région Rhône-Alpes. J'y suis revenue 18 ans après. Avec le regard extérieur, je pense que cette révolution n'est pas encore complètement terminée. Je sens encore, notamment chez nos publics éloignés de l'emploi, peu formés, une forte emprise encore de cette image de l'entreprise qui répondait à tout, sans anticipation d'une nouvelle donne économique, d'un nouveau paysage où les cartes sont redistribuées. Et on souffre quand même d'un déficit de qualification, notamment chez les jeunes. Clairement, ce qu'on repère, parce que dans le pôle que j'anime, hein, j'ai à la fois la fonction, tout ce qui a trait aux politiques d'insertion, mais de jeunesse, également de logement. Sur la jeunesse, clairement, les jeunes qui ont la possibilité ici de se former, y compris de quitter le territoire, quand ils quittent le territoire, notamment sur la métropole lilloise, reviennent très rarement sur le Dunkerquois.
Ceux qui restent, à l'inverse, sont ceux qui ne sont pas forcément très formés et qui, du coup, reproduisent aussi des schémas de précarité. On avait mené une étude, ici, clairement, les jeunes décohabitent plus tardivement que la moyenne nationale. Par contre, quand ils décohabitent de chez leurs parents, c'est définitif et c'est pour souvent s'installer en couple et notamment intègre le logement social dans le cadre d'une cellule familiale. Voilà, on a ces schémas de reproduction qui restent encore assez prégnants, je trouve, dans le territoire. Et c'est particulièrement vrai chez les jeunes. On a une particularité aussi, je trouve, de l'image des mères au foyer, hein, des femmes, une faiblesse du taux d'emploi féminin. Oui, il y a quelque chose comme 10 points d'écart entre les hommes entre le national et le territoire. Où, moi, je l'explique deux aspects. Bon, déjà, un tissu industrialo-portuaire qui est fort, donc des métiers plutôt à consonance masculine, quand même. Et puis, dans la mentalité, on a aussi une mentalité pour moi, assez ancienne de l'image, le mari à l'emploi et la mère au foyer, qui se reproduit, qui perdure chez certains jeunes quand même. Donc, et c'est pas complètement anodin. Je pense qu'il y a les deux. Et sur ce déficit d'entrepreneuriat, vous participez aux démarches de l'ACUD sur la turbine. Donc, alors ça, plus dans le cadre du service public de l'emploi, donc initié à l'échelle de l'arrondissement par le sous-préfet, avec un des axes sur l'entrepreneuriat. Nous, au niveau du département, sur un des axes financiers apportés par le programme départemental d'insertion, on finance de l'accompagnement à l'entrepreneuriat par le BGE, la boutique de gestion d'entreprise. Donc, où on finance l'équivalent de 50 accompagnements d'allocataires du RSA qui s'engagent dans une démarche de création d'activité. Alors, soit pour mener à bout le projet, soit à l'inverse pour en faire le deuil et se réorienter peut-être vers un autre projet de type salarié quand le projet d'entrepreneuriat n'est pas viable en tant que tel. D'accord. Donc on essaie aussi de soutenir à ce titre l'entrepreneuriat et de développer aussi du côté des allocataires. Mais quand même on se heurte néanmoins à des problèmes financiers parce que démarrer une activité d'entreprise quand on est au RSA, même si on peut mobiliser les aides de l'ADI notamment, des choses comme ça, mais ça reste compliqué pour un allocataire du RSA qui a peu de fonds propres de pouvoir démarrer. Par contre, alors à l'inverse, on est un des taux les plus faibles en matière d'entrepreneuriat sur le territoire et en France, le territoire du Nord. Par contre, on a le taux de durabilité et de viabilité le plus élevé. C'est-à-dire que 45% des entreprises créées dans le Dunkerquois vivent encore au bout de 5 ans. On crée peu, mais par contre, quand on crée, c'est plutôt durablement. D'accord. Voilà, donc en matière d'insertion, la responsabilité du département, l'orientation, s'assurer que chaque allocataire soit orienté et accompagné, soit socialement, soit professionnellement, financer un programme d'insertion et d'action qui a pris un versant très professionnel depuis 2 ans maintenant. Une politique de respect des droits et devoirs à l'encontre des allocataires du RSA et une organisation, alors une gouvernance politique forte porté par un élu départemental, avec une ouverture au monde économique et notamment aux syndicats patronaux, et en parallèle la création de la plateforme emploi qui internalise au sein du département et des services du département cette mission d'accès à l'emploi des allocataires du RSA, avec un concours
j'allais dire, un contexte favorable qui a été les États généraux, le changement politique aussi à l'échelle de notre territoire, de la CUN, avec les États généraux de l'emploi et un service public de l'emploi, une politique de l'État à destination de l'emploi, où les enjeux se rejoignent, soit ceux de la CUN, du sous-préfet et donc de l'État, de nous départements, avec nous une spécificité sur les allocataires du RSA, mais des enjeux convergent sur une démarche d'emploi et notamment sur les secteurs que je vous ai cités, le service à la personne, l'industrie, l'hôtellerie-restauration. Alors, on a... je pense que là où on a encore des difficultés, c'est sur la place du monde économique, justement, sur sa part de prise de responsabilité dans le cadre de l'échafaudage de cette action. Le monde économique, je trouve, a encore beaucoup tendance à renvoyer vers les institutionnels tout ce qui a trait à la prise en compte, j'allais dire, environnementale. Par exemple, une entreprise qui veut s'implanter, je trouve que l'entreprise, enfin le versant économique a tendance à renvoyer vers les collectivités territoriales, que ce soit la région, la CUD pour nous, et un peu moins le département, on a moins cette compétence-là, les enjeux liés à l'environnement, alors que je pense que les entreprises ont aussi un rôle à jouer, certain, que ce soit y compris pour la prise en compte des salariés, des implantations, de l'accès aux services. Après, notre territoire, aujourd'hui, il souffre clairement aussi d'un déficit d'image lié à l'environnement. Je ne sais même plus à combien on est, à 13 ou 15 sites Céveso. Une pollution industrielle qui est visible, qui se sent. Donc, clairement, une fracture entre l'Est et l'Ouest du territoire, mais aujourd'hui qui va même au-delà, avec des... Enfin, moi, je sens une partie de la population qui recherche un bien-être environnemental qu'on ne trouve plus forcément, qu'on ne trouve pas du tout sur le Dunkerquois quand même. Et avec... enfin, là aussi... des réactions quand la nouvelle équipe, que ce soit municipale à Dunkerque ou communautaire, est arrivée en disant mais on doit miser sur d'autres enjeux que ceux de l'industrie et développer davantage le tertiaire, le tourisme. On a quand même eu sur le territoire une levée de bouclier du secteur industriel et notamment les chambres du commerce et de l'industrie en disant mais le nouveau président de la CUD, en gros, a décidé de faire une croix sur l'industrie. Et or, on existe. Et il a dû, lui, un peu faire machine arrière et de dire mais il ne s'agit pas d'abandonner l'industrie, mais de développer en parallèle le tourisme et d'autres, l'éolien, et de miser sur d'autres atouts que le tout industrie qui, en période de crise, nous frappe de plein fouet. Et en plus, on a la particularité d'être sur des grands groupes industriels internationaux où, y compris parfois, les enjeux RH ne se jouent pas du tout ni à l'échelle Dunkerquois et même pas à l'échelle nationale. Oui, je voyais que c'était une des zones d'emploi qui était la plus dépendante des entreprises étrangères. Prenez ArcelorMittal, le Cimittal n'a pas... Là, j'allais dire, on a été sauvés, je ne sais pas si on a été sauvés, je ne sais pas si c'était un bienfait, mais parce qu'il y a eu des investissements souhaités par Mittal sur le Dunkerquois par rapport à son ouverture sur le port. D'autres choix auraient été... Si Mittal n'avait pas choisi d'investir, de moderniser, on pouvait se poser la question de l'avenir d'ArcelorMittal, mais on est très dépendant de ça. Ça c'est clair. Mais à la fois, alors des contradictions et des populations qui souffrent en partie de cet environnement qui est... quand on le quitte et qu'on y revient, c'est rude. Mais tout en disant, mais c'est notre emploi. Terminal méthanier, ça a été un très bon exemple. Les gens préféraient encore sacrifier
avoir une usine Seveso plus sacrifiée, un massif lunaire, en se disant, mais de toute façon, en gros, Dunkerque est condamné. Et si ça nous ramène de l'emploi, et ben on y va. Or, au bout du compte, c'est même plus 50 emplois, avec tout le discrédit qu'il y a eu sur les travailleurs détachés. Bon. Oui, semble-t-il, à plusieurs reprises, on m'a cité l'exemple du terminal méthanier, de la construction du terminal méthanier qui avait amené aussi une prise de conscience que accueillir une entreprise ne voulait pas dire forcément déclencher de l'emploi local, ça c'est clair. Et qu'une des questions qui se posait, c'était comment justement assurer que quand on accueille une entreprise, quand on va générer de l'activité, elle ne sorte pas du territoire en fait. Ouais, mais c'est clair que c'est comment on développe les circuits courts, comment on développe de l'activité qui n'est pas décentralisable, ça c'est évident. Mais moi je suis pas sûre que c'est complètement servi de leçon quand même, parce que là il y a eu récemment la plantation d'une industrie sur du retraitement de déchets industriels. De nouveau, on brandissait, et des élus brandissaient l'enjeu de l'emploi sur notre territoire aux dépens de notre environnement. On a une commune qui, à mon avis, est sur un autre champ de vision, c'est Grande-Synthe. Le maire de Grande-Synthe, lui, il est clairement, il est dans cette ouverture de dire, mais à quel prix doit-on encore accepter des entreprises et est-ce qu'il faut le faire à tout prix, y compris au prix de l'enjeu de l'environnement. C'est pour ça qu'il s'est proposé à l'extension d'Air Liquide. Oui, c'est ça. Mais c'est un des seuls sur le territoire qui est dans cette logique-là. Bon, il a une étiquette Europe Écologie Les Verts, mais y compris sur le déficit d'image. En fait, pour moi, c'est pour faire le lien entre démographie, et environnement et emploi. Je trouve que la ville de Grande-Synthe est exemplaire en la matière, y compris. C'est une ville qui a été construite, une ville nouvelle, construite de toutes pièces avec l'arrivée de Usinor à l'époque, désormais ArcelorMittal. Donc construite à la va-vite, avec on répondait à un besoin de logement, point, et avec une difficulté aussi d'intégration des publics, des publics extérieurs, des populations immigrées, qu'elles soient d'Afrique du Nord, de Pologne, un peu d'Italie, voire du sud du département à une époque. Aujourd'hui, pour moi, cette ville a complètement mesuré les enjeux de l'intégration des populations entre elles, et d'un environnement agréable et d'un habitat agréable en développant des modes alternatifs aussi de déplacement. Là récemment sur cette commune, pour tout achat d'un vélo, la mairie finançait la moitié, je crois, du vélo, alors plafonné, mais voilà, dans des logiques aussi de mise en œuvre, de développement. L'ensemble du parc mobile de la commune, c'est du vélo électrique, c'est un peu de véhicules électriques, mais essentiellement du vélo électrique. Il initie des choses, je trouve, intéressantes dans un environnement pourtant qui reste industriel, portuaire fort sur Grande-Synthe, et avec des niveaux de revenus qui sont en dessous des niveaux médians. Mais aujourd'hui, moi je le vois sur le versant du logement, que j'anime aussi sur le territoire. Grande-Synthe, c'est une ville où on demande à habiter, ce qui n'était pas le cas à une époque. Parce qu'il y a eu une forte rénovation urbaine. Et bien pensé en plus, et à la fois le dur, le bâti, mais aussi le soft avec voilà, et puis l'intégration et le vivre ensemble qui a été mené en parallèle. Et je trouve que des résultats aux dernières élections, par exemple, on voit un taux très contenu du Front National, des extrémismes dans cette ville, alors que tout concourt on a les mêmes, j'allais dire, Grande-Synthe a vécu les mêmes difficultés
que toutes les villes frontalières, désindustrialisées, avec un taux de chômage important, qui pourraient dire on sera des taux de 70% de vote front extrémiste. Et ce n'est pas le cas du tout. C'est contenu, c'est travailler avec les populations. Oui, c'est un peu la différence avec Saint-Paul-sur-Mer. Ouais, complètement. Et Saint-Paul, où on a un élu qui reste défenseur il faut vous faire venir de l'industrie ou de l'emploi. Donc c'est de l'emploi, nos industries sont nos emplois. Et le volet environnemental, il est peu intégré, je trouve. Peu intégré. Et vous êtes donc vous avez vu émerger la démarche des EGEL. Comment vous avez été sollicité et comment vous avez participé à cette démarche? Alors, nous, on avait été sollicités, comme tous les partenaires locaux, en participant aux différents groupes de travail. De mémoire, il y en avait eu, je sais plus, une douzaine, je crois. Donc, nous, on s'était inscrits sur justement l'insertion des publics les plus éloignés, les secteurs en recrutement. On avait travaillé sur le service à la personne en particulier. Donc une représentation des services du département dans le cadre des EGEL, ça clairement. Sur ce qui s'appelle plus territoire zéro chômeur, mais Dunkerquois solidaire pour l'emploi. De la même façon, on a travaillé avec la CUD sur la réflexion en matière d'emploi non pourvu et les publics cibles, puisque demandeurs d'emploi longue durée, on trouve parmi eux des allocataires du RSA. Donc on a été amené à travailler aussi, à réfléchir sur ces deux axes avec la CUD et à participer au groupe de réflexion, notamment sur le repérage du public et sur les emplois non pourvus qui nous paraîtrait intéressant de développer sur le territoire. D'accord. Donc un nouveau partenariat, clairement, c'est assez récent, je vous dis, ça date d'un peu plus d'un an aujourd'hui, des choses qui s'articulent avec la CUD, où le département devient un partenaire effectif de la CUD, ce qui n'était pas le cas sous l'ancienne mandature, clairement. Michel Delbar, pour lui, le découpage départemental, il n'avait pas de sens, il n'avait de sens que le PCI. Donc c'est assez nouveau pour nous. Voilà. Et y compris concrètement votre démarche, il y a une époque, là je pense que c'est la CUD qui vous a proposé de rencontrer Arnaud Jeanne, moi-même, il y a une époque c'était impensable, ça se traduit aussi par des faits de ce type. Et je vous dis où les connexions aujourd'hui se font entre la communauté urbaine, le département, la région, les services de l'État, et ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, nous, on était plutôt à côté du département. Aujourd'hui, on sent, alors avec structure Entreprendre Ensemble, des cartes qui sont rebattues, parce que clairement, Entreprendre Ensemble, qui était l'ensemblier et le bras armé de la CUD en matière d'insertion professionnelle, aujourd'hui, repense son projet associatif, à la fois par rapport notamment au mandat communautaire et ce qu'attendent les élus de cette structure associative, et vis-à-vis du partenaire comme nous, département, en intégrant nous-mêmes notre plateforme emploi, clairement, ça nécessite pour Entreprendre Ensemble de repenser aussi son offre qui aujourd'hui interrogée en tous les cas. Qui sera peut-être un peu moins centré sur les allocataires RSA au regard de la plateforme départementale. Exactement. Et ou en tout cas, davantage placé en amont de l'accès à l'emploi, sur comment on prépare les publics, notamment à ces mutations, comment on les prépare aux besoins des employeurs, et sur quel champ. Donc voilà, c'est clairement là qu'on attend Entreprendre Ensemble sur des opérations préparatoires à l'embauche. Et servez-vous, si vous voulez encore de l'eau, n'hésitez pas. Et comment vous avez perçu l'émergence, parce que, alors certes, la CUD était présente dans l'emploi via Entreprendre Ensemble à Dunkerque, mais qui est aussi financée par
une multitude de collectivités et par l'État. Et comment vous avez perçu la volonté de se positionner de la CUD sur ce champ-là? Sur le champ de l'accès à l'emploi? Oui. Ah bah, clairement, là aussi, en matière de gouvernance, nous, j'ai vu opérer, moi, un recentrage politique et une collectivité, un EPCI, qui là aussi a repris la main sur une association qui était en lien direct avec le président de la CUD auparavant, et qui était clairement... On était sur une... J'ose pas dire une incohérence, mais des articulations qui étaient particulières. C'est-à-dire, on avait une association loi de 1901 en réponse directe à un politique. Aujourd'hui, on sent que les choses sont reprises en main par le politique et non plus par le... Moi, j'ai souvenir de réunions où le directeur de l'association loi de 1901, Entreprendre ensemble en l'occurrence, parlait en lieu et place du président de la CUD. Aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été complètement revues et, j'allais dire, le politique a repris pleinement son rôle. Et aujourd'hui, l'association Entreprendre Ensemble, clairement, qui redéfinit son projet associatif, mais aussi au regard de cette gouvernance et cette reprise en main par le politique des objectifs et de la mise en œuvre. L'association n'étant qu'un outil à la disposition de la collectivité. Mais ça, c'était assez flagrant. Un directeur d'assaut loi 1901 qui parlait en lieu et place du président et qui avait un mandat pour le président à ce titre-là. Aujourd'hui, on voit un service du développement économique à la CUD qui reprend, qui sort de l'ombre, qui prend une place plus importante. Elle était occupée, cette place, par l'association complètement, entièrement. Donc les cartes sont clairement rebattues à l'échelle du territoire, avec des gouvernances qui se réorganisent, des enjeux qui convergent, et je sens, y compris, alors, et par exemple, et ça se traduit aussi pour nous, un partenaire de région qui se rapproche du département, parce que alors, la région, qui elle n'était pas déconcentrée, avait complètement pris appui sur cet assaut aussi, Entreprendre Ensemble sur le territoire, pour mener sa politique régionale. Sur la formation notamment en particulier sur la formation, l'insertion professionnelle. Mais aujourd'hui, avec des cartes qui sont rebattues, on voit une région s'adresser à un département, ce qui n'était pas le cas avant. Jusqu'à présent, la région a toujours fait sans nous sur l'insertion. L'élaboration du programme régional de formation se faisait sans le département. Aujourd'hui, le département est présent sur le volet des besoins en formation des allocataires du RSA. Mais je pense que ça s'explique aussi par cette réorganisation, ce recentrage politique et cette place un peu à un autre plan prise par l'association et par Entreprendre Ensemble. Ce qui fait que, en fait, c'est comme si, aussi bien du côté de la région, de la CUD, que du département, l'enjeu de l'emploi était devenu au cœur de l'agenda politique local. Complètement. Et vu que les élus ont mis au cœur de leur campagne cet axe-là, il y a une volonté de pilotage politique et opérationnel. Voilà. Fort. Alors, je dirais au niveau de l'opérationnalité, ça fonctionne plutôt bien. Et alors après, je pense qu'on a encore à travailler sur nos instances. Parce qu'on continue de travailler en matière d'instances de gouvernance et de pilotage côte à côte. C'est-à-dire, vous avez un service public de l'emploi local et de l'offre de formation, le SPELOF, piloté par le sous-préfet et un conseiller régional. Nous avons, notre commission territoriale d'insertion professionnelle versus RSA. Alors, la différence, c'est qu'on intervient... Mais je ne l'ai plus à ma carte. Ah si, elle est là. Sur tout le territoire de la Fronde maritime,
et pas seulement sur le territoire communautaire. Le service public de l'emploi, lui, il intervient à l'échelle de l'arrondissement, donc un bout de la Flandre intérieure, donc pas tout à fait le même découpage non plus. Et vous avez Entreprendre Ensemble, qui a son comité de pilotage du PLI notamment, et ces instances, elles fonctionnent encore les unes à côté des autres. Alors, on retrouve les mêmes acteurs, mais je pense qu'on a encore un effort à faire pour accepter peut-être d'arriver à une instance unique où on pourrait travailler sur l'enjeu de l'emploi sur ce territoire et où chacun, soit en fonction de ses publics ou de ses politiques particulières, pourrait avoir son chapitre. Mais je pense que les choses ne sont pas encore complètement mûres. Puis on n'y arrivera peut-être jamais. Et puis je suppose que la territorialisation de chacune des collectivités peut freiner. Voilà, le fait que, je vous dis, sous-préfecture à l'échelle de l'arrondissement, nous à l'échelle de la Flandre maritime, donc 2 communautés, 2 EPCI. C'est Haute-Flandre et... Non, commune des Hauts-de-Flandre, c'est ça, et puis communauté urbaine de Dunkerque, et puis donc le Entreprendre Ensemble à l'échelle de la CUD uniquement. Donc les échelons territoriaux ne seront pas les mêmes. Des publics qui sont alors plus larges, nous, allocataires du RSA, CUD, clairement, demandeurs d'emploi longue durée, jeunes, parce qu'on a un enjeu fort sur les jeunes, les seniors, sur notre territoire. Le service public de l'emploi, c'est tout ça confondu, donc avec Pôle emploi. Ouais, l'enjeu, nous, on a un enjeu fort à la fois sur les seniors, les jeunes, et les femmes. Sur les publics demandeurs d'emploi, clairement. Et puis nous, bénéficiaires du RSA, mais ce qu'on avait repéré, c'est que globalement, les bénéficiaires du RSA cumulaient des difficultés rencontrées par les demandeurs d'emploi lambda, c'est-à-dire en général un déficit de formation initiale, un niveau de formation ou qualification bas, des problématiques de mobilité et de santé. Et d'isolement, puisqu'on a près de la moitié de nos allocataires qui sont des personnes seules. Donc... Moi, j'avais une question par rapport, c'est peut-être plus en lien avec les politiques départementales. J'ai une collègue qui fait un travail un peu similaire, mais dans un autre projet de recherche sur les politiques de l'emploi, à l'échelle de la métropole européenne de Lille. Ouais. Et un des discours qu'on lui a tenu, c'était le fait que une des difficultés qu'ils avaient particulièrement sur le bassin d'emploi Roubaix-Tourcoing était le fait que les allocataires du territoire étant tellement fragiles que le changement des modes d'accompagnement, notamment la baisse des budgets d'accompagnement collectif et individuel, pouvait poser des problèmes. Et ils avaient un deuxième problème, c'est la capacité à mobiliser les associations qui avaient des besoins de formation en fait, des personnels pour changer aussi leur optique. Et je voulais savoir dans quelle mesure ça existait aussi localement ou peut-être atténué. Alors, déjà sur les allocataires du RSA, j'allais dire, on a pris le parti désormais de travailler plus particulièrement avec ceux proches de l'emploi, donc ceux orientés vers Pôle emploi, pour lesquels on n'avait aucune vision. Parce que historiquement, en 2008, quand le RSA s'est mis en place, donc on avait un élu, un président de département, Bernard Desrosiers, qui, moi je me souviens de son discours, je suis arrivée dans le département à ce moment-là, disait le RSA sera un échec, on ne veut pas participer à cet échec collectif, néanmoins on est en démocratie, on appliquera la loi, mais rien que la loi. Si c'était à refaire, je ne voterai pas en tant que député cette loi. Ça s'est traduit comment ? Alors qu'antérieurement, dans le cadre du RMI, on était un département particulièrement avancé en matière d'insertion professionnelle. On a historiquement toujours financé la méthode IOD pour les services du département. Et initialement, on n'était prescripteur que les services du département. Donc ça, c'était des images fortes de la volonté de l'insertion professionnelle au titre du RMI. On avait des conventions particulières avec Pôle emploi, avec des agents de Pôle emploi qui travaillaient au sein des services du département,
pour faciliter justement les passerelles entre le social et l'emploi. On finançait déjà la méthode IOD, ça je vous l'ai dit, IOD, Pôle emploi, les ateliers chantiers d'insertion. On avait une particularité dans le Nord, et c'est particulièrement vrai à Dunkerque. Dunkerque, Valenciennes et Lille, qui ont une concentration de structures d'insertion par l'activité économique, que le département a toujours soutenu. On finance aussi des contrats aidés. Donc tout ça avant le RSA, donc on était déjà dans une logique d'insertion professionnelle. Avec la mise en œuvre du RSA, le département a dit on applique la loi avec la loi, tout ce qui relève de l'emploi, c'est de la responsabilité de l'État, et nous, on s'occupera du social, donc on se retire. Je me souviens, moi, le 30 juin 2008, fin de la convention Pôle emploi. Moi, j'avais ici un agent mis à dispo par Pôle emploi. Cet agent, il a été repris le 1er juillet. On a perdu un poste et on n'avait plus cette articulation-là. Les chantiers d'insertion, la méthode IOD, le pli, les financements ont sacrément été repensés avec une offre de service qui s'est réduite fortement. Donc ça, c'était en 2008. Je trouve qu'on a... Aujourd'hui, on revient à ce qui était plutôt une avancée, à mon sens, puisqu'on avait, y compris formé les personnes, les accompagnants, à cette vision à la fois insertion économique et sociale. Sans se dire, il faut forcément être dans un parcours ascendant. Il n'y a pas d'un seul coup, il faut qu'on travaille la santé, puis le logement, puis je ne sais pas quoi, puis après seulement l'emploi, si on travaille en parallèle. Et c'était particulièrement marqué sur notre territoire, puisque on a toujours eu un taux d'orientation vers l'insertion professionnelle qui était plus élevé que la moyenne départementale. Alors ça s'explique par... alors on a aussi un contexte un peu moins défavorable que certaines autres parties du département. Vous prenez le Cambrésis, le Valenciennois, l'Avesnois, clairement, là, l'offre d'emploi, elle est quand même... et le taux de chômage, il est important. Mais on avait un contexte un peu moins défavorable, mais aussi un regard sur l'emploi qui est resté important, une valeur importante sur notre territoire. Et du coup, des référents et des conseillers socio-professionnels qui gardaient cette optique-là. Par exemple, on finance des CCAS pour l'accompagnement individuel. Des CCAS avaient dans leur sein des conseillers d'insertion socio-professionnelle qui travaillaient vraiment l'articulation entre le social et l'emploi. D'accord. Donc ça a été... Donc j'allais dire le retour... Il y a eu une phase d'adaptation, ça c'est clair. Nos référents, à une époque, on leur a dit... ils étaient plutôt dans de l'insertion socio-professionnelle. Au démarrage du RSA, le département a pris un angle qui était plutôt d'aller chercher les plus éloignés de l'emploi. Donc ça a nécessité un temps d'adaptation. On y est parvenu, c'est vrai qu'on a mené, y compris les bilans, les rapports, avaient mis en avant que le département était allé chercher dans le cadre du RSA les publics les plus éloignés qu'on avait abandonnés au titre du RMI. Donc ça, c'était plutôt un atout. En 2014, revirement avec de l'insertion professionnelle qui a été vécue, et c'était aussi le discours véhiculé, porté politiquement et relayé par nous techniciens, de dire c'est un retour, l'accès à l'emploi, c'est une priorité. Avec, je pense, sur 1 an et demi, un flottement où on a cru, nos partenaires ont pensé que on abandonnait complètement l'insertion sociale. Aujourd'hui, on y revient. Aussi parce que notre président a pris conscience que près de la moitié de nos allocataires du RSA a plus de 4 ans d'ancienneté d'inscription dans le RSA. Donc les plus proches de l'emploi, finalement, c'est pas la partie la plus importante de l'iceberg. Et oui. Que si on continue de se dire c'est tout vers le proche emploi, sans continuer de travailler en parallèle sur les personnes les plus éloignées, on va finir par atteindre les limites. C'est le cas. Certaines plateformes pour l'emploi ont fait ce choix de se dire plutôt que travailler sur tous nos allocataires, on va effectivement miser sur ceux les plus proches de l'emploi, les derniers entrées, les moins de 6 mois. Au bout d'1 an de fonctionnement, on se rend compte que ce vivier se tarit. Nous, c'est pas le choix qu'on a fait. On a dit un allocataire du RSA,
peu importe son ancienneté, il peut être prêt à l'emploi et on travaille sur la motivation, l'envie et sur la préparation de l'emploi. On ne se heurte pas aujourd'hui encore à ce problème-là. On va y arriver sur les services à la personne, parce qu'on a mené plusieurs opérations emploi avec du recrutement, du travail sur fichier, de la mobilisation d'allocataires. Au bout d'un moment, nos personnes formées ou ayant envie de travailler dans le cadre des services à la personne, on va finir par avoir épuisé, à force de les mobiliser, d'aller faire des opérations, on va y arriver là. Mais on n'a pas encore... nous, on ne se rencontre pas des difficultés que rencontrent certains territoires, et notamment le territoire de Lille ou de Valenciennes, de dire on a fait le choix de travailler avec les plus récents dans le dispositif, mais aujourd'hui on se rend compte que ces plus récents, c'est pas suffisant pour alimenter nos besoins d'emploi. En tout cas, on a aussi on a un effet d'entonnoir important entre la mobilisation initiale et puis le résultat à l'emploi. Oui. Avec la CUD, justement, on a mené notamment un recrutement sur Decabus. Oui. Là aussi, le lien entre l'environnement, l'emploi et le développement, alors pas logement mais environnemental, l'ouverture à la gratuité des transports en commun sur le Dunkerquois en 2018 amène Decabus à procéder au recrutement de 30 chauffeurs. La CUD, et c'est là où je vous dis les liens, et le département devient un partenaire particulier, voire privilégié de la CUN, ce qui n'était pas le cas avant. Sur cette opération, c'était donc à la main de la CUN, est venu chercher le département et Entreprendre Ensemble en disant voilà, notre délégataire de transport, Decabus, va procéder au recrutement de 30 chauffeurs. On vient vous chercher, vous, département et Entreprendre Ensemble, pour organiser cette opération emploi avec vos publics, pour pouvoir fournir Decabus avec ces 30 chauffeurs. On a mené des opérations pour des allocataires du RSA, mais pas seulement. Mais nous concernant, on a travaillé sur des profils, sur de la préparation à l'emploi, et on a proposé des candidatures à Decabus. De mémoire, sur une première opération, on avait dû chercher, je ne sais plus, une cinquantaine. On a dû avoir un recrutement au final. Alors, je vais vous dire, parce que j'ai plus les chiffres en tête. Je m'excuserai, j'ai pris 3 semaines de congé. C'est bien normal. J'ai fait une coupure. Recrutement Decabus. 3 vagues de recrutement, 10 personnes en septembre 2017 et avril 2018. Positionnement par la plateforme, 4 allocataires du RSA titulaires du permis et 27 allocataires du RSA présents en réunion d'information collective. On avait dû en sélectionner une cinquantaine. Et au bout, je crois qu'on a eu un allocataire retenu. Donc on a des effets d'entonnoir assez importants. Et ça, nous, on est en train d'y travailler aussi sur la motivation. Parce que dans toutes nos réunions emploi qu'on organise, que ce soit celle sur le service à personne, celle sur le recrutement Decabus, sur l'industrie, tous les allocataires nous disent en gros qu'est-ce que j'ai à gagner à reprendre de l'emploi. Et ça, on a vraiment travaillé sur les perspectives à un peu plus long terme, de dire mais au-delà de l'allocation, voilà ce que vous allez gagner effectivement. Ah bah, M. Jeanne. Bonjour. Oui, j'avais oublié de prévenir, vous nous rejoindriez en cours d'entretien. Voilà. Donc voilà, je vous parlais de ces effets d'entonnoir qui sont importants et qui nous amènent, nous, à travailler sur la motivation et surtout les motifs de renoncement des allocataires à ce qu'on leur propose. Et ce qui est souvent mis en avant, c'est cet enjeu de, en gros, qu'est-ce que j'ai à gagner ? Bon, on a fait un point important, nous, sur la place du département en matière d'insertion professionnelle, son rôle, l'articulation avec les partenaires, le rôle de la plateforme, le fait que ça redistribue les cartes au niveau de nos partenariats. Moi, je disais peut-être encore un aspect à travailler, c'est notre gouvernance, où aujourd'hui, alors qu'on a des enjeux communs, que ce soit la sous-préfecture, l'État, la CUD, les EGEL, nous, département, la région,
on continue de juxtaposer nos instances, le SPELOF, la CTIP, le PLI, le comité de pilotage du PLI, la région qui a ses propres instances. Et là, on n'est pas encore mûr pour imaginer une instance peut-être plus sur l'objectif emploi, mais avec des échelles territoriales qui ne facilitent pas les choses, puisque l'État, on est à l'échelle de l'arrondissement, la CUD à l'échelle de son territoire, nous sur une flanque maritime, voilà, et la région encore sur un autre découpage géographique, donc peut-être qu'il y a mais je pense que c'est pas que cet aspect-là qui fait qu'on n'a pas encore arrivé, on n'est pas encore parvenu à des instances peut-être moins juxtaposées. Mais bon, peut-être on y arrivera ou pas. Une des questions que je me posais, parce que c'est une remarque que la région a faite sur le fait que ça leur semblait étrange qu'une intercommunalité puisse venir à se positionner sur le champ de l'emploi. Pour vous, le positionnement de la CUD, c'est quelque chose où on a l'impression dans votre discours que ça est plutôt une ressource pour vous de voir cet acteur s'y positionner. Pour moi, c'est la place des collectivités territoriales dans l'implantation, l'activité économique, elle est évidente. Là, moi, j'ai en tête, j'avais participé il n'y a pas très longtemps à un colloque sur l'entreprise, sur l'entrepreneuriat, et un des chefs d'entreprise disait, mais moi, quand j'ai voulu m'implanter, on m'a aidé sur le foncier, ça, il n'y a pas eu de souci. Mais après, sur tout le reste des infrastructures, l'accès aux services, je me suis trouvée un peu en panne. Et là, moi, j'ai besoin aussi des collectivités. Alors, certes, tout ne repose pas sur les collectivités. En tant que chef d'entreprise, j'ai aussi ma part de responsabilité de comment j'organise de la conciergerie, comment, quand je veux faire venir aussi ou maintenir des compétences, je fais en sorte que les services soient aussi présents. Au-delà de l'emploi, le travail des conjoints, l'accès à la scolarité, j'ai aussi ma responsabilité, mais seule, je ne peux pas y arriver. Et, moi, je reste convaincue que c'est collectivement, mais chacun avec ses champs de compétences. Et c'est politique qu'on y arrivera. Et aujourd'hui, moi, je trouve que l'amorce de réussite, je parle bien d'amorce parce que ça reste fragile, c'est récent par rapport à ce qu'on a mis en place sur la plateforme territoriale. Son atout, ça a été de dire on s'affranchit des uns et des autres, parce qu'au départ, moi je me disais, il ne s'agit pas d'être un pôle emploi bis, d'être un entrepreneur ensemble bis, de prendre la place de la région ou de je ne sais qui. Donc c'est le métier qui en ont les moyens et puis les compétences. Mais c'est à la fois, on ne peut pas faire sans eux, mais si ils ne sont pas prêts à travailler avec nous ou n'y ont pas trouvé un intérêt partagé, eh ben, tant pis, on s'affranchit et on verra bien un moment, dans le mouvement, dans la dynamique instaurée, soit ils finiront par venir s'inscrire parce que on devient un partenaire quand même identifié sur l'insertion sous l'angle de nos publics, et il y a un enjeu aussi à ce qu'ils y soient, ou alors ils n'y seront jamais, et j'allais dire tant pis. Et aujourd'hui, on voit que c'est plutôt la première hypothèse qui se confirme, puisque des partenaires qui étaient un peu frileux, qui sont venus voir au début, voilà, qui adhéraient pour la forme, aujourd'hui, alors qu'ils ont été en retrait à un moment, aujourd'hui, viennent vers nous en disant, mais voilà, je vous citais la région, clairement, les repositionnements de la collectivité, le PCI en matière de développement éco, la place d'une association qui reprend une place associative, aujourd'hui rebat les cartes. Et moi je trouve que c'est cette cohérence qui fait qu'on y arrivera sur le territoire, parce que l'enjeu il est fort, on a du chemin à parcourir. Et je pense que nos compétences mises les unes à côté des autres ne seront pas rien dans cette réussite qui, à mon sens, ne pourra être que collective. La question que vous posez, je pense que à l'échelle du marché de l'emploi, elle est, de mon point de vue, elle se pose globalement sur l'ensemble de l'offre de services publics.
c'est de croire ou pas à la place du pouvoir public comme initiateur de quelque chose. Je le fais grossier là, mais c'est ce point de vue-là qui éventuellement peut contredire dans la dialectique le point de vue tout libéral, la régulation par le marché. Et partant du présupposé, moi en tant que fonctionnaire, évidemment je penche vraiment pour le premier sujet. C'est après la question de quel est le meilleur acteur public pour le faire. Et c'est vrai que là je rejoins Hélène sur l'idée que, alors après c'est toujours les limites, les territoires sont souvent des territoires finalement administrés, même la communauté urbaine, en soi on pourrait s'interroger d'ailleurs, récemment, les lois dites de réforme territoriale ont bousculé à la marge, mais quand même, on a des villages qui étaient plutôt dits ruraux, qui ont versé, donc on voit bien que c'est extrêmement, ça peut être futile finalement là. Mais je pense qu'une communauté urbaine comme celle qu'on cite là en tous les cas, a une vraie légitimité d'animation de réseau. C'est vraiment le sujet. Et on voit, quand on parle du monde de l'entreprise, c'est toutes les limites aussi du propos général, y compris d'ailleurs quand on parle de new management, comme si le public devait, pour être vraiment simplifier le propos, s'inspirer du privé, si tant est que le privé en soi puisse être représentatif de quelque chose. Moi, ce que je vois concrètement, c'est que les entreprises, globalement, on a vu des études là-dessus très claires, finalement, très peu d'entre eux, au moins du tiers, que ce soit des TPE, PME ou grandes entreprises, adhèrent à un réseau professionnel. Quand on parle de la CGPME, du MEDEF et autres, finalement leur crédibilité est à questionner, puisque, et plus vous descendez, évidemment, c'est une certaine logique, notamment sur les TPE, moins vous avez d'adhérents. Donc clairement, on a aujourd'hui des entrepreneurs qui sont loin de toute mise en réseau. Alors ils ont leur propre réseau, mais souvent tournés vers le business, et c'est légitime d'ailleurs, Mais la question de mettre, alors on avait parlé de la toile industrielle, notamment, finalement, la légitimité, elle se construit aussi dans le factuel. La communauté urbaine et ses délégataires, l'agence d'urbanisme, clairement, c'est un délégataire de la communauté urbaine. Si elle existe avec, on croit pouvoir le dire aujourd'hui, vraiment une agence assez exemplaire au niveau national, c'est parce qu'il y a une histoire, elle est liée à l'histoire de la communauté urbaine des années 60. C'est cet esprit de pionnier à l'époque de quelques élus qui ont pensé macro, sortir des clochers. Nous on y est encore aujourd'hui, mais on voit que la Flandre maritime et la Flandre d'ailleurs globalement, c'est un esprit de clocher. Et cet esprit un peu pionnier de l'époque, de dire bon, on existera, le littoral pourra sortir exister dans la géopolitique que si on existe collectivement, une parabole toute, même simpliste presque. Aujourd'hui, ça a donné lieu notamment à la création de cette agence d'urbanisme qui donne du sens à ça. Comment on anime ce réseau finalement, et on voit que les entrepreneurs, ceux qu'on contacte, Hélène, parce que nous finalement on n'a qu'une vision aussi de ceux qui ont connaissance ou simplement veulent travailler avec nous et d'autres. Très clairement, je pense beaucoup à la chambre de commerce, évidemment, quand je parle de ça, parce que les autres, on les voit moins quand même. CGPME, c'est beaucoup plus compliqué. MEDEF, Mais à l'échelle de la chambre de commerce, il y a eu, je ne sais pas si je vous avais raconté cette histoire, Hélène, du premier contact avec ces trois élus. Cette histoire est racontée, c'est pas la peine d'y revenir, mais elle était symptomatique des représentations. De 3 élus qui viennent ici dans ces locaux, nous rencontrer, Hélène et moi, alors que nous on s'attendait à des techniciens, directrices. Et ce qui s'est joué là, alors c'est une réduction avec le prisme déformant de la mémoire, mais c'était quand même ça, vraiment, je pense, de dire, mais on avait une représentation de votre fonction, le département, c'est quoi cette vieille institution vieillissante qui s'accroche à chaque réforme en fin de compte. Et nous, moi en tous les cas, c'est le jeu qui prédomine là, une représentation qui était tout aussi fallacieuse sur ce qu'ils représentaient eux à la CCI, vraiment une volonté de... et puis au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, pas plus, finalement, de dire bon ok, là je pense qu'on manifestement on peut travailler ensemble, et il y avait de l'intérêt pour eux, parce que c'est tout sauf des philanthropes évidemment, à venir bosser avec nous. Après il y a des échecs, l'absence de mise en réseau, c'est par exemple le terminal méthanier, des choses on en a parlé. Donc c'est évidemment quand vous n'êtes pas la capacité à faire un minimum de prospective, y compris sur du métier.
faire des pipelines de dimension et de conception. Enfin, quand on a pensé le terminal méthanier, à un moment donné, ça résonne creux. On se dit, là, pour le coup, on a une boîte qui a posé le bilan depuis, d'ailleurs, qui n'a vraiment pas su. Et elle, derrière les entrepreneurs, l'absence de réseau autour d'elle, j'imagine. Je peux que l'imaginer. Comment on dit, mais attendez, là, il y a une opportunité majeure. Donc c'est adapter des process en termes de soudure, de matériaux, évidemment. Je suis vraiment pas un expert du sujet, mais il fallait savoir souder des alliages qu'on ne savait pas souder ici. C'est partie de l'échec aussi du mandat précédent. Je pense que l'élu de l'époque, là, il y a des causalités beaucoup plus complexes, mais ça a dû jouer énormément dans l'idée que si on ne met pas en réseau, les entreprises seules ont dû manifestement des difficultés. Et sur cette mise en réseau et sur ces partenariats, comment vous percevez le positionnement du Speloff? Est-ce que parce que en fait c'est une instance de gouvernance nouvelle et on me l'a décrit un peu comme un lieu où on mettait à jour les chiffres, où il n'y avait pas énormément de discussions parce que c'était des grandes réunions, et je voulais savoir si c'était quelque chose de partagé ou... Alors c'était plutôt ça, effectivement, c'était le sous-préfet qui convoquait les partenaires et on avait une revue des chiffres de l'emploi essentiellement. Ça devient, alors là, initié par le nouveau sous-préfet, là aussi, on a eu aussi un changement dans le contexte, beaucoup de changements qui font que les choses ont pu aussi bouger. Sous-préfet qui a pour la première fois initié des groupes de travail avec donc sur 3 thématiques, l'entrepreneuriat, l'accès aux publics les plus éloignés et puis la formation professionnelle, avec un rendu compte à chaque Speloff. Nous, un enjeu fort, puisque je vous disais sur un découpage territorial, à Speloff qui pour nous est à cheval sur 2 directions territoriales, ça s'était affiché déjà au sein du département une cohérence et de parler à une seule voix, parce que le sous-préfet ne veut pas entendre parler de la Flandre maritime et de la Flandre intérieure. Pour lui, il a un arrondissement. Et il est complètement légitime pour le dire. Voilà. C'est un bassin d'emploi, point. Voilà. À l'échelle du bassin d'emploi, c'était de se dire comment nous, déjà, on se coordonne et on affiche une cohérence départementale sur la politique liée aux allocataires du RSA. C'était un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'était aussi d'exister. Pour la première fois, le département est reconnu comme étant un co-animateur d'un des groupes sur les publics, ce qui n'est pas rien, l'accès aux publics en difficulté, les plus éloignés de l'emploi. On y retrouve comme copilote le département et Pôle emploi. Donc un enjeu aussi fort là, où le département est attendu. Donc clairement, nous, on a assumé cette place, à la prendre, à l'assumer, et un enjeu aussi de suivi et d'une forme de rendu compte, ce qui n'était pas le cas. Moi, je me surprends à parfois rendre compte de ce qu'on est amené à faire. Vous citiez le GOM, et en Speloff, c'était inimaginable à une époque. On tentait de parler de la politique d'insertion du département. Aujourd'hui, on a clairement un temps identifié, alors qu'il nous déstabilise aussi. On n'est pas toujours du coup de fait prêt. On se dit, oh là là, il y a le Speloff, il faut qu'on soit prêt, et on est attendu. Je pense que dans ce que dit Hélène, il y a une histoire récente qui a permis, facilité, je pense. Quand je dis récent, parce qu'avant les élections, notamment municipales, et les élections départementales, pour ce qui nous concerne, on avait derrière une couleur politique identique une tension très forte entre notamment le département et la communauté urbaine. Et d'autant plus forte que pour la communauté urbaine, ça s'exprimait par le biais d'une association et pas, parce que on se l'était dit, je pense, à l'époque, la communauté urbaine n'avait pas de compétences propres, n'avait pas organisé l'administration dans cette logique-là. Ce qui s'est passé quand même, d'abord, c'est dans notre instance, Hélène, ce qui a été pour nous vraiment nouveau, surtout dans une période difficile pour le coup, c'est peut-être d'ailleurs ça qui a amené le sujet, le devenir rare pour vraiment une prise de parole politique CUD et départementale à l'unisson, de dire le sujet le même de part et d'autre. Et ensuite, un jeu d'opportunités plutôt
qui nous sert aujourd'hui en tous les cas, entre deux élus, l'un représentant la région comme co-animateur du spell-off et l'autre, en l'occurrence notre élu de référence, alors pour la petite histoire, qui était un ancien assistant du premier, hein, donc ça aide évidemment, et donc un réseau relationnel très fort, et donc les deux finalement ont imposé ce mode de faire, on peut le dire. Sous-préfet a été extrêmement pragmatique, intelligent pour le dire tout simplement. Mais il n'en était pas du tout l'initiateur. Hein. Lui, s'il avait pu, très clairement, il a vu que globalement, à la commande qui était celle de son préfet de région, il avait une réponse locale qui pouvait exister, mais essentiellement portée par l'élu de région, avec à ses côtés, y compris physiquement, notre élu de référence. Hein. Donc, et ça a imposé, y compris au jeu d'acteurs, parce qu'on a eu des exercices un peu drôles, mais c'est inévitable, hein, où les acteurs ont tous réagi, évidemment, de dire, mais... finalement, c'est à vous l'État de nous dire, des collectivités locales et derrière on voyait la communauté urbaine, hein, justement, parce que cet élu, en plus, les deux élus de référence, région et département, sont eux-mêmes tous les deux vice-présidents de la communauté urbaine. Donc on retrouve un peu l'alliance et constat posé que moi je garde toujours, parce qu'il faut garder raison dans ces histoires-là, et les jeux d'acteurs étant, et notamment les jeux relationnels, tellement troubles, mais reconnaissons qu'aujourd'hui on vient observer ce spell-off. Donc, alors que c'est quand même pas non plus raisonnant à blanc, il n'y a rien d'exceptionnel, honnêtement, rien d'exceptionnel. Mais oui, là, les gens travaillent ensemble. Alors oui, en tous les cas, il y a une volonté de faire en sorte que oui, il y a vraiment une coproduction avec un État plutôt... qui a du coup pris un peu de distance, le sous-préfet, donc lui notamment, Hélène a raison de le rappeler, il a quelques points de repère, vous en avez cité un, le territoire, donc il est plutôt garant des règles du jeu, des règles d'équilibre, mais il laisse, et là finalement on lui facilite la tâche, on dit allez-y, animez le sujet, et donc ça met de la pression sur ses propres services, notamment Pôle emploi, alors même si Pôle emploi n'est pas directement, mais on sait l'influence de l'État sur Pôle emploi, et la direction du travail, la directe, qui se retrouve finalement plutôt aujourd'hui comme observatoire, surtout pilotage activité plus que besoin, là pour le coup, à donner à chaque introduction, enfin ce que je pense pas que j'en ai pas suivi récemment, des spell-off, mais on est toujours sur le même modèle, la directe donne ses commentaires sur les chiffres, hein, donc c'est un petit peu la clause scientifique de l'instance. Et ensuite, les animateurs développent le plan d'action. Et les comptes rendus des différents groupes de travail, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc avec les axes de travail et puis les premiers résultats. Et donc sur chacun des trois axes, avec un retour fait par chacun des copilotes. Donc nous, c'est un retour à deux voix pour l'emploi département. Et donc, département parle au nom des deux territoires, donc, avec des particularités et des spécificités. La Flandre intérieure n'est pas la Flandre maritime. Donc, les taux de chômage sont très différents. C'est la partie du département la moins frappée par le chômage, la Flandre intérieure. Ouais, et puis des secteurs d'activité qui ne sont pas du tout les mêmes. Oui, c'est l'industrie agroalimentaire qui prédomine, ce genre. Donc, une qualité de revenus, si on peut prendre la sémantique qualité, la hauteur essentiellement des revenus, qui est bien plus élevée. C'est le seul territoire qui rivalise avec la métropole de Lille à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est un territoire vraiment assez particulier, parce qu'on en parle comme de la ruralité. C'est vrai que il y a Roquette surtout, et Bonduel qui amène cette activité-là. Mais finalement, c'est beaucoup plus de périurbanité, puisque ça devient la grande banlieue de Lille, quoi. En fait, ce qui est assez marquant, dans le cadre de notre travail, on est en train de finaliser nos analyses des mobilités résidentielles, où partent les Dunkerquois, les habitants du territoire de la CUD. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les actifs vont beaucoup plus se localiser dans les interstices entre les grandes aires urbaines, notamment dans la Flandre intérieure. Et une des hypothèses fortes qui est faite, c'est un moyen d'arbitrer quand ils sont en couple avec une perspective d'acheter, d'arbitrer entre deux bassins d'emploi, en se disant c'est le lieu intermédiaire entre la métropole lilloise, voire certaines parties du bassin minier
les bassins d'emploi du littoral pour réussir à... Voilà, quelqu'un a un emploi dans l'industrie, l'autre dans les services, on se positionne à l'intervalle entre les deux. Moi, le souvenir que j'ai de la Flandre intérieure, en tous les cas, c'était 3 pôles d'attraction forts. L'île, évidemment, Dunkerque et Saint-Omer. Notamment Arc International, qui reste une entreprise. Et puis derrière Arc, il y a quelques entreprises sur le bassin d'emploi de Saint-Omer. Mais c'était vraiment ça, une sorte de... Et puis aussi, le 4e, quand même, que j'oublie, mais qui était la Flandre occidentale. Parce que tout le champ de l'agroalimentaire belge pompe énormément de main-d'œuvre, notamment non qualifiée, en Flandre française. Donc en tout cas, nous, c'est les résultats qu'on voit apparaître. Vraiment, c'est très net. On pourrait se dire, voilà, les mobilités des Dunkerquois vont, notamment les ménages jeunes, ils partent beaucoup plus dans... Il y a une partie sensible qui part dans la métropole lilloise, mais quand on regarde finement les âges, c'est beaucoup des âges d'étudiants. Et par contre, quand c'est des départs de jeunes actifs qui sont plutôt au-delà de 25 ans, les 25-39 ans, ils partent plutôt dans les Flandres intérieures, à cette articulation entre les bassins d'emploi. Ouais, puis je vous dis, puis aussi une recherche de qualité de vie environnementale qui est manifeste. Les personnes qui ont les moyens de partir cherchent un environnement autre que le nôtre, ça c'est clair. Y compris dans la communication, j'ai entendu encore cette semaine, pas plus tard que cette semaine, une communication météo globale où le commentateur stipulait très clairement les risques industriels Céveso sont tous concentrés sur le littoral. Enfin, clairement, c'est une réalité par ailleurs. Je ne sais plus si on a 13 ou 15 sites, je me souviens même plus combien on en est. Avec le terminal méthanier qui est venu s'agréger. Mais il y en a un ou deux qui est fermé, je crois, ou je ne sais plus si on a 13 ou 15, enfin quelque chose de cet ordre-là. Mais alors que la pollution est moins forte qu'à Lille. Elle est différente, mais elle est visible et odorante ici. Donc, oui, c'est surtout cet aspect des choses. Mais c'est clair que la métropole lilloise, après les sources de pollution ne sont pas les mêmes. Et nous, la chance qu'on a globalement, c'est on s'éloigne un peu, c'est le vent. C'est qu'on a une prédominance ici. Moi, je suis au Normand, je compare souvent, la météo est vraiment différente de ce point de vue-là. On a une permanence des vents ici sur toute l'année qui balaie régulièrement. D'ailleurs, c'est pas un secret, en termes d'immobilier, vous avez vraiment ce qu'on appelle le couloir de la pollution, c'est-à-dire que les vents dominants, et vous avez un prix de l'immobilier qui est très très différent de part et d'autre de ce couloir où les vents dominants couvrent ou pas. Moi j'ai un rendez-vous qui va m'obliger à y aller 18h. Non, mais de toute façon, je crois que vous avez répondu à toutes mes questions. Donc, j'allais vous dire, donc nous, on va faire une restitution officielle de l'ensemble de nos travaux le 19 janvier prochain. Donc, on vous serez cordialement invité. Je vous transmettrai les informations sur le lieu, etc. Où, en fait, l'idée, c'est à la fois faire une restitution comparative des différents territoires et aussi de pouvoir avoir un temps d'échange sur un peu la mise en perspective de ce qu'on a pu ressortir, comment on analyse. Là, pour le coup, c'est l'émergence d'un agenda centré sur un développement économique favorable à l'emploi sur le territoire dunkerquois ou sur des politiques environnementales. Qui sont nos deux axes d'analyse sur le Dunkerquois. Et juste pour ma gouverne, donc vous avez rencontré qui alors dans le cadre de votre étude? Alors, quelle structure Oui, non, pour vous dire, donc il me reste encore une personne à rencontrer qui est Jean-François Rétib de Rai Énergie. Ah ouais. Mais donc j'ai rencontré Annick Tual qui s'était chargée du montage des égels au départ, notamment la partie prospective, diagnostic, participation des égels. J'ai rencontré le service énergie qui a transformé cette politique d'aide à la réhabilitation. La Réflexe Énergie. Voilà, Réflexe Énergie pour intégrer un volet favorable à l'emploi local. J'ai rencontré Jérémy L'Herbier de la turbine. Le port, monsieur Éric Lejeune. J'ai rencontré
Emmanuel Leroy et Rizlan Bibaoui. J'ai rencontré Emmanuel Bouclon de la ville de Dunkerque, notamment qui est sur le projet Phoenix. Ah ouais, d'accord. Parce que en fait, ça s'intègre aussi dans le champ des EGEL, la volonté de relancer les travaux de voirie, l'amélioration du cadre de vie comme un moyen aussi de soutenir les BTP. Et je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un à la ville chargé de ce dossier. En fait, il est directeur général à l'aménagement et à l'urbanisme, donc il a en charge en partie le projet. Arnaud de Clindel. Ah ouais, d'accord. Jean-François Verrec, agence d'urbanisme. Yannick Vissous qui est au développement économique à la CUD. Donc vous deux et Jean-Michel Van der Luys. Ah ouais, la directrice. Et la fondation FACE. Ah ouais, faut agir, d'accord. Voilà, c'est un peu le panorama que j'ai effectué. La question que je me posais, c'était de rencontrer Pôle emploi, les acteurs locaux de Pôle emploi, mais ils sont très difficiles à choisir. Ah ouais, on a du mal. Mais ce qui fait qu'on le prend comme quelque chose de significatif aussi, sur le fait qu'ils sont peut-être pas... Voilà, c'est un acteur majeur du secteur de l'emploi, mais pour autant, il n'est pas mobilisé. Sa non-réponse est... Ça n'engagerait que moi mon propos, mais c'est un petit peu la problématique de la tête et des jambes, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment aujourd'hui un service de Pôle emploi en front office permanent, et honnêtement, enfin, on voit l'énergie qu'il développe, mais malheureusement avec une expertise, une matière grise beaucoup plus centralisée, quoi. Donc d'autant plus que chez nous, alors ça c'est pour le coup, c'est pas un choix stratégique, mais on a le cadre transversal, je sais plus sa qualification. On l'appelle comme ça. Cadre transversal, bon, le cadre qui normalement manage les responsables d'agence, qui est en arrêt depuis très très longtemps finalement. Et donc c'est aussi, ça aurait dû être votre interlocuteur, je pense. Mais constat posé que le service public à l'emploi fonctionne sans ce cadre quand même important pour le coup dans l'organisation depuis quasiment 2 ans. Ouais. Il y a eu 2 ans au mois de août. Donc voilà, c'était et oui, puis j'ai rencontré la région. Ah oui, d'accord. vous avez vécu à quel niveau la région? Au conseil régional à Lille. Ah ouais, d'accord. Un élu ou non, un technicien? Un technicien, mais c'était pas le meilleur entre eux. En fait, la personne que j'ai rencontrée, d'ailleurs le nom m'échappe, m'expliquait que voilà, il n'avait pas grand chose à me dire parce qu'il n'avait pas de nouvelle gouvernance, les attributions étaient floues et que c'était compliqué. Et en plus, il ne comprenait pas pourquoi je l'interrogeais sur la CUD qui n'avait pas de compétences emploi, donc c'était un peu compliqué. Ouais, non, l'interlocuteur région ici, c'est Christophe Mancard, c'est pour ça que je vous l'avais cité, mais je ne sais pas si c'est lui. Non, c'est pas lui que j'ai rencontré. Ouais. Parce que là, je pense que lui, il aurait eu des choses à dire, mais c'est aussi... Il est en charge de la formation, c'est ça? Ouais. Et non, je ne suis pas passé par la formation, c'était la direction économie et prospective de la région. Donc je pense que aussi c'était pas forcément la bonne porte d'entrée. Voilà un peu pour les personnes rencontrées. D'accord. En tout cas, et puis j'ai pris note de la journée de restitution, ça avec intérêt. Oui, nous, c'était aussi l'opportunité à la fois d'essayer de répondre à vos questions, mais aussi de prendre un peu ce point de vue un peu en altitude, parce que nous sommes aussi, Hélène et moi, des services de front office. On est là, y compris dans cette grosse collectivité qu'est le département, et c'est important, les temps de réflexion ou d'analyse partagée ne sont pas si fréquents. Le spell-off, par exemple, est très typiquement un outil de labeur, quoi. On travaille, mais c'est pas, mis à part les chiffres de la directe, qui font pas l'objet en plus d'une analyse très forte, mais ça c'est pas propre au spell-off. Comment vraiment ne pas prendre les outils de pilotage comme des finalités, mais comment une base à la réflexion, ça on voit que c'est dans ce domaine comme dans d'autres, c'est pas forcément réalisé. Donc oui, moi je suis preneur également en fonction des opportunités. On verra, Hélène ou moi, si on peut y être tous les deux, mais en tous les cas... Non, mais de toute façon, je vous transmettrai les éléments. Pour le moment, on attend un arbitrage sur le lieu, pour savoir si on va avoir une aide de l'État
Qui est à la commande aujourd'hui C'est l'Agence nationale de la recherche, Ouais. Qui est notre financeur principal. Et ensuite, on a un partenariat avec le ministère de l'Aménagement, disons maintenant le ministère de la Transition écologique et solidaire, et notamment un organisme de recherche interne au ministère qui s'appelle le Plan Urbanisme Construction Architecture. Et donc, on essaye de les mobiliser pour que ça soit... qui nous offre une aide substantielle pour le lieu. Ok. Voilà. En tout cas, merci. Moi, j'y ai trouvé un intérêt. Parce que, comme M. Jeanne m'avait dit ce matin, voilà, vous revenez à un rendez-vous, il n'y a pas de souci. Pour nous, elles ne sont pas si nombreuses que ça. C'est l'occasion non plus. Non, mais dans tous les cas, même si vous n'avez pas la possibilité de venir, je vous transmettrai le rapport qui sera rédigé sur avec plaisir. le territoire dunkerquois. Et c'est attendu. Pas de souci. Je vous salue de suite. Merci Bon beaucoup. retour. À demain, Hélène, monsieur à demain. Jeanne. Bonne soirée. Non, parfait. Et du coup, vous êtes intervenant aussi. Je vous prends un peu de votre temps. Je ne sais pas si vous aviez. Non, j'ai du temps. Non, vous